Sur les berges de l'océan Atlantique, une radio unique. Une radio magique. Celle qui offre le meilleur à tous ses auditeurs. La bonne humeur, l'info et la découverte. Donne-moi la vie. Aïe, j'ai besoin de toi. Sur la fréquence du bonheur. Après la trêve, Radio Espoir revient plus forte. Chaque lundi de 8h30 à 10h sur Radio Espoir FM 90.0 MHz, suivez un programme exceptionnel. L'espace PCRN présente une émission exclusive sur le manifeste de la rupture et du progrès avec la participation de Bruce Maélé, vice-président national en charge de l'imprégnation idéologique. Découvrez également les actualités nationales et locales sous la présentation du révérend Daniel Anissé, Comte 2. Radio Espoir, 90.0 MHz, connectez-vous. Mesdames et messieurs, population du département de l'Océan, auditeurs fidèles de la tranche horaire espace PCRN, toutes nos excuses pour cette coupure intempestive qui nous a encore une fois de plus éloignés de vous, et nous sommes grés de votre fidélité parce que nous vous savons toujours fidèles et vous êtes restés à notre compagnie. Nous allons continuer notre programme comme si de rien n'était, tout en croisant les doigts, qui est plus notre cupide de cette envergure. Nous étions en train de vouloir passer la parole à Tony Mayele qui devait nous accompagner dans cette interview, dans cet entretien de ce matin. Tony Mayele, bonjour et bienvenue. Bonjour révérend. Bon, je sursaute un peu parce que Tony en fait c'est mon petit nom, mon nom de la maison. Sinon, on peut dire Antoine Mayele. Et comme vous êtes formel à Radio Espoir, vous pouvez même encore faire simple. Pour cette émission, il y a un vice-président national et un docteur. Donc, pour vous, ça doit pouvoir être assez facile. Donc, je disais que je suis là pour poser des questions, comme vous, à notre président local. Et je ne lui donne donc aucun lait non plus, comme on dit... Comme on dit trivialement. Familièrement. Ah, donc je ne vais pas être très long en introduction. Ma question c'est, suite au second congrès à Nkola Famba, est-ce que nous en avons terminé avec le bicéphalisme, ou en tout cas l'intimidation liée au bicéphalisme au PCRN? En tout cas, nous pensons que oui. Alors, je vais peut-être préciser ma pensée, parce que quand je dis bicéphalisme, ce n'est peut-être pas bien compris. On souffre du fait que, d'un côté, on nous dit le président Kona est président fondateur, et de l'autre côté, Cabral Libier est le président national. Donc, c'est ça que j'appelle bicéphalisme. Oui, non, enfin oui, je comprends pour la bonne compréhension des auditeurs. Il était peut-être bien de faire cette précision-là. Ce qu'il faut dire, et c'est pour ça que on nous a empêché d'avoir notre congrès à Kribi, parce que si on avait eu notre congrès à Kribi, il n'y aurait pas eu possibilité d'interférer comme ça a été le cas. Alors, administrativement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déposé la documentation administrative, la déclaration de réunion publique, et l'autorité administrative a accusé la réception de notre déclaration de réunion publique et nous a notifié de l'accusé de cette déclaration de réunion publique. Donc nous avons lu avant le congrès cette déclaration de réunion publique avec le sceau de l'autorité administrative des séances. Ça veut dire que sur le plan administratif, notre congrès est régulier. Ça veut dire que sur le plan administratif, les décisions de notre congrès sont souveraines, étant entendu que le congrès du parti est l'organe souverain du parti. Donc, maintenant nous espérons, et logiquement, il n'y a plus de faille
pour que, une fois que ce congrès se soit tenu et que les décisions de ce congrès soient rendues publiques, il n'y a plus de faille pour que un individu ou une tierce personne vienne se prévaloir de quoi que ce soit au nom du PCRN alors qu'il ne l'est pas, il ne l'est plus. Donc, techniquement, pour répondre à cette question-là, nous sommes administrativement mis en position de souveraineté par rapport au PCRN. Oui, docteur Mayele, je voudrais rebondir à votre préoccupation. Président Mayele, tout ce processus avait été réalisé, avait été fait lors du congrès manqué de Kribi. C'est pour cela qu'on se pose la question de savoir quelles ont été les subtilités cette fois-ci qui ont amené le congrès à se tenir finalement. Alors, je pense que l'expérience vient avec les épreuves. Nous n'avions pas été vigilants. Parce que nous avions déposé une déclaration de réunion publique lors du congrès de Kribi. Oui. Sauf que l'autorité administrative, elle nous a remis l'accord pour une manifestation publique. Sachant que la manifestation publique, l'autorité administrative peut revenir sur sa décision. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Parce qu'une manifestation publique, l'autorité administrative peut dire, bon, je vous accorde la manifestation publique, et pour une raison ou pour une autre, je ne vous l'accorde plus. C'est ce qui s'est passé à Kribi. Sauf qu'en Kola Famba, on a bien écrit en gros caractères et en rouge, que c'est une réunion publique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, l'autorité administrative ne peut que recevoir notre déclaration et en tenir compte. Donc voilà un peu la différence qu'il y a eu entre les deux. L'une des différences qu'il y a eu entre les deux. Mais ça change tout parce que l'autorité administrative dans certaines localités, nous l'avons encore vu avec le 20 mai dernier, vous savez que le PCRN a été interdit de défiler dans pas mal de localités, oui. Alors que le PCRN a défilé au boulevard du 20 mai devant le chef de l'État. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, des gens qui ne respectent pas la République, des incongruités pareilles. Vous êtes qui? C'est la vie du parti et voilà. Non, aujourd'hui nous sommes sereins, nous sommes rassurés. Nous savons que nos adversaires, que nous pouvons considérer comme des ennemis, ne dorment pas et qu'ils continuent de travailler et qu'ils continuent. Nous aussi de notre côté, on essaye de se prémunir de toute attaque malveillante. Nous voulons faire la politique autrement, Bruce Mayele. Pour revenir au congrès de Kola Famba. Alors, il y avait un monsieur blanc dans la salle et le président Cabral Libi l'a présenté. Semble-t-il que c'était un émissaire de l'ambassade de France. Nous avons l'habitude de critiquer, par exemple, ceux qui ont plus d'intérêt pour l'extérieur. Là, la critique d'actualité, c'est par exemple les giga meetings en France. Mais quand nous invitons un Français, un blanc de l'ambassade de France à notre congrès, quel est le message qu'on veut transmettre? Quel est l'objectif? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PCRN et plus précisément le président national, Cabral Libi, a toujours entretenu de bonnes relations avec l'ensemble du corps diplomatique installé au Cameroun. Nous avons envoyé plusieurs invitations aux représentations diplomatiques. Bon, la France... Même des représentations diplomatiques africaines. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, la France a réagi en envoyant un représentant de l'ambassadeur et
on a pris acte de cet acte de représentation mais il n'y avait pas une volonté particulière. Ça aurait été maladroit de notre part. Vous imaginez bien que nos petits cerveaux nous permettent quand même de nous mettre à un certain niveau de réflexion. Et vous imaginez qu'on ne s'est pas levé pour aller supplier l'ambassadeur de France de venir à notre congrès. On a envoyé des cartons d'invitation à beaucoup de représentations diplomatiques. Et l'ambassade de France a réagi favorablement à notre invitation. Comme d'ailleurs, et c'est pour ça que, alors je vais vous avouer, c'est pour ça que j'ai eu un pincement au cœur. C'est pour ça que j'ai eu un pincement au cœur, parce que là on voit l'ambassade de France, d'accord, mais il faut aussi, parce que à notre corps défendant, il faut aussi expliquer, parce que tout de suite vous pouvez me relancer en disant, mais pourquoi c'est seulement l'ambassade de France qui a envoyé quelqu'un? Mais il faut savoir, et je l'ai dit au début, ce congrès s'est préparé en 10 jours. Ça, il faut le savoir. Je l'ai dit, mais je le répète. Le congrès s'est préparé en 10 jours. Le temps que les invitations partent et qu'elles arrivent, effectivement, on n'a pas pu avoir tout ce qu'on espérait avoir. Au congrès de Kribi, qu'est-ce qui était prévu? Qui était attendu au congrès de Kribi? Au congrès de Kribi, il y avait monsieur l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra qui était attendu. Il y avait l'actuel Premier ministre sénégalais Sonko qui était attendu. Il y avait du côté de la Côte d'Ivoire des gens comme Madame Simone Gbagbo qui étaient en train de voir pour assister. Il y avait du côté de l'Occident quelqu'un comme Monsieur Mélenchon qui nous avait fait l'amitié de nous inviter à ses universités d'été et à qui nous avions rendu la politesse, qui était attendu. Il y avait plein de monde qui était attendu. Mais pourquoi? Parce qu'on avait préparé le congrès de Kribi sur 1 an. Donc, si on avait tenu notre congrès de Kribi, mais il y aurait eu beaucoup plus de représentations diplomatiques qui auraient répondu. Il y aurait eu beaucoup plus d'autorités, de personnalités politiques africaines, camerounaises et occidentales qui seraient venues, parce que ça avait été planifié longtemps à l'avance. Donc, voilà un peu ce qui peut justifier que, dans la foulée, celui qui a pu, l'ambassade qui a pu réagir promptement, c'était l'ambassade de France, et ce monsieur faisait un peu tache d'huile, parce que c'était le seul blanc de la salle. Donc, effectivement, il ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, voilà, ça c'était vraiment les aléas de la limite en temps dans l'organisation du congrès. Est-ce que ça peut donc laisser entendre qu'il y a un intérêt particulier de la France pour le PCRN ou pour Cabral Libye? Je ne pense... Parce que justement c'était le seul blanc dans la salle. Le temps a été assez court pour organiser. Ils ont réagi, ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont été les seuls à envoyer quelqu'un. Donc ça interpelle. Maintenant, c'est peut-être une spéculation, une question... Non, ça pourrait. Moi, honnêtement, il faut dire les choses aux gens. Je pense, et ce qui serait un peu normal vu leur position, je pense que la France, elle essaye de regarder parmi les candidats et elle veut se positionner comme étant un interlocuteur qui accompagne. Moi, je peux le comprendre, et politiquement, je trouve que ça ne pose pas de problème. La France est un partenaire du Cameroun à l'heure actuelle. Nous avons certes diversifié nos partenariats, mais la France reste un partenaire du Cameroun. La France ayant perdu beaucoup de parts au Cameroun du fait de la venue d'autres partenaires un peu plus puissants, beaucoup plus présents auprès du Cameroun, la France pourrait estimer que, voilà, on va essayer de voir qui pourrait éventuellement se positionner et être présent chez tout un chacun pour faire comprendre aux uns et aux autres que on est là, on est avec tout le monde, et puis voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété ça. Maintenant, je ne suis pas dans le secret de la stratégie diplomatique française. Vous permettez que je rebondisse sur votre préoccupation. Président Mayele, du 24 au 25 mai, comme le docteur le disait, il y avait un représentant. Ah non, pas du 24 au 27. Non, ils sont venus juste, les invités étaient là juste le 24. Alors, d'accord. Mais pendant le congrès, quoi.
il y avait quelqu'un qui représentait valablement la France. Et il y a quelques jours encore, ça veut dire avant-hier, le président du MRC a tenu un congrès en France. Est-ce que les partis d'opposition au Cameroun sont résolument tournés vers la France pour essayer d'évincer le pouvoir en place? Non, la réponse est non. Et si vous m'aviez écouté... C'est pour cela que nous voulons vous écouter. Mais je me répète, donc pour que vous me réécoutiez à nouveau, j'ai bien précisé que le temps imparti est la conséquence est la cause du fait que on n'ait pas vu d'autres personnalités ou d'autres représentations diplomatiques. On se serait bien attendu, on aurait bien apprécié un représentant, par exemple, de l'ambassade du Sénégal. Voilà. Le président Cabral a été à Dakar pour l'intronisation. Mais je suis en train de vous dire que initialement c'est Moustapha Sonko qu'on attendait pour Kribi. Je suis en train de vous dire, les invitations étaient parties, il avait donné son OK. Et c'est dans la foulée, et c'est après ça, n'ayant pas pu tenir notre congrès à Kribi, que bon, il a invité l'honorable président, l'honorable Cabral Libi à Dakar. Donc, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'on peut chercher, on peut fouiller, on peut chercher les pouces sur la calvitie. Mais voilà la raison, c'était le temps. Si on avait eu le temps de préparer notre congrès dans des délais raisonnables, il y aurait eu, je dis bien, beaucoup plus de gens. Président Bruce Maëlé, ne vous énervez pas, c'est juste... Non, quand je m'énerve, je pleure. Pour l'instant, je ne pleure pas, donc je ne suis pas énervé. Je ris. Docteur Maëlé, allez-y, parce que nous allons nous attarder un peu dans cette façon de faire la politique pour les partis d'opposition qui... C'est pas aujourd'hui tout simplement qu'on parle de cela. Il y a un mois, c'est monsieur Hilaire Kanga de l'Offre Orange, qui a été reçu en Belgique, parlant de l'opposition camerounaise. On se pose la question de savoir est-ce que les partis de l'opposition au Cameroun sont essoufflés au point où leur énergie doit venir de l'Hexagone. Mais pourquoi je ne comprends pas. Il n'y a pas que les partis d'opposition qui vont à l'Hexagone. Tout le monde y va. Comme qui? Tout le monde. Les opposants comme ceux du pouvoir, tout le monde y va. Non, je veux dire qu'il y a des partenariats. D'accord? Ouais. Le Cameroun est en partenariat avec beaucoup de pays. Ouais. Nous, au PCRN, nous sommes en relation avec la plupart des ambassades. On a de très bonnes relations avec l'ambassade américaine. On a été invité à plusieurs reprises dans des colloques avec dans plusieurs ambassades à Yaoundé. Ouais. Là n'est pas. Moi, je pense que les débats doivent être ailleurs. Bon, effectivement, ça aurait été un entier de l'ambassade de France qui était noir comme nous tous, qui serait venu, on ne se serait pas attardé plus que ça. Mais parce que c'était un blanc et qui détonnait un peu sur l'ensemble de la foule, oui, tout de suite ça a fait... Mais je vous ai expliqué, je vous ai dit non. Normalement, il aurait dû y avoir beaucoup de gens. Mais même au sein du RDP, du PCRN, il y a beaucoup qui n'ont pas pu venir à cause justement de l'étroitesse. À cause de l'étroitesse, il y a un député, le député Biba, qui n'a pas pu être là. Il y a un des vice-présidents, et pas des moindres, le vice-président maître Roger Bébé, qui n'a pas pu être là, alors que la part belle lui a été réservée. C'est lui qui a mené de main de maître le dossier judiciaire contre M. Kona. Donc, mais le problème, c'est que les déplacements et tout ça là, c'était compliqué. C'était compliqué, et même jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr. On se disait que bon, peut-être qu'il y aura une escouade qui va nous tomber dessus. Peut-être. On n'était pas sûr. Et ça a été fait. Le congrès a été tenu dans une vigilance sécuritaire exceptionnelle. J'ai été surpris. À l'entrée, parce que c'était dans un hôtel, à l'entrée de cet hôtel, tout le monde était fouillé, détecteur de métaux et tout et tout.
Donc, je peux comprendre que, bon, certaines ambassades ont estimé que dans ce contexte-là, il vaudrait mieux s'abstenir parce qu'on ne sait pas comment ça pourrait tourner, ce genre de choses. Je peux le comprendre. Et c'est peut-être ça qui expliquerait que, bon, ben, les Français qui peut-être sont mieux informés que les autres, je subodore, j'en sais rien, se sont dit que non, de toute façon, il n'y aura rien, donc on peut y aller. Et puis bon, peut-être même que le fait qu'on y soit représenté va dissuader certaines personnes de tenter quelque chose. Peut-être. Peut-être. Oui, docteur Maïlé. Oui, révérend. Alors, je peux continuer avec mes questions. Hein. Et tout de suite, j'aborde la présence du professeur Abba Oyono. En abordant donc la présence du professeur, Abba Oyono au congrès de Nkola Famba, je me pose une question. Il a déclaré son soutien à Paris au grand meeting et nous l'avons invité. Alors, nous l'avons invité pour quelle raison? Pour qu'il nous demande de nous aligner. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est on a envoyé des invitations à beaucoup de personnes. Il y avait le professeur Abba Oyono, il y avait Abdourahman du TAS, Monsieur TAS comme on l'appelle trivialement. Il y avait beaucoup de gens. Et parmi ces gens-là, il n'y avait pas forcément nos alliés. Il n'y avait pas forcément nos alliés politiques, je veux dire. Il y avait des gens avec qui, quand vous prenez Joshua aussi du SDF, qui a déjà fait clairement comprendre que le SDF a déjà désigné son candidat, donc lui sera candidat. Et je pourrais en citer d'autres. Non, la présence du professeur Abba Oyono, ce qui est vrai, c'est que dans sa prise de parole, parce qu'ils ont pris la parole, la plupart de ses invités ont pris la parole, et dans sa prise de parole, il a demandé, il a sollicité que le PCRN consente à coaliser avec les autres partis pour se donner une chance. Et je vais peut-être revenir sur la réponse, parce que ça c'est mon interprétation personnelle, mais que je pourrais même partager publiquement. Parce que ce qui s'est passé samedi, je pense que le professeur Abba Oyono n'était jamais allé aussi loin dans sa posture ou bien dans sa déclaration d'intention de soutien. Il n'était pas allé aussi loin. À Paris, vraiment, c'était sans équivoque. C'était désormais sans équivoque. Mais avant ça, il était vraiment dans une posture de conciliation. Et moi, j'ai entendu le dire sur plusieurs plateaux télé en disant que, bon, ben, lui, il est personnellement en relation avec le président Cabral Libye, ce qui est vrai. Il est personnellement en relation avec le président Maurice Kamto, ce qui est vrai. Et que lui travaillait à créer une synthèse entre les deux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plusieurs parmi les invités qui ont pris la parole, sinon la quasi-totalité, ont tous prôné pour la coalition des forces de l'opposition. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le président Cabral Libye a pris la parole, il a rappelé aux uns et aux autres que venir lui rappeler ici aujourd'hui, en ce jour-là, que la coalition était une bonne chose, je le paraphrase, hein, c'est enfoncer un portail largement ouvert, même cassé. Tant il a été un des premiers depuis 2018, enfin pas premier, mais de cette génération de politique, parce que les coalitions existent depuis 92. Bien sûr. Voilà. Mais de cette génération, il s'est toujours démarqué dans ce sens des faveurs qu'il accorde à toute mutualisation. C'est pour ça que sans réfléchir, il a adhéré dès que le professeur Billet lui a parlé de la coalition l'ATP. Il a adhéré spontanément en disant que lui, il est favorable à une coalition. Quand le groupe de Douala l'a contacté avec Sambaka qui était là, d'ailleurs aussi j'ai oublié de le mentionner, Sambaka qui était là, quand ils les ont appelés avec M. Ekane Anissé, tout de suite,
il a dit qu'il marque son accord pour participer à des discussions qui peuvent aboutir à une coalition. Donc, il leur a rappelé qu'il est constant. Lui, Cabral Libye, est constant dans cette logique-là de fusionner les forces de l'opposition. Mais il a attiré leur attention sur un principe. C'est que lui, il a des militants, il a des lieutenants, il a des cadres de son parti qui lui font entièrement confiance. Et il a pris pour exemple la preuve. Si ces gens ne me faisaient pas suffisamment confiance et si ces gens ne m'étaient pas suffisamment dévoués, on n'aurait jamais pu organiser ce meeting en si peu de temps. C'était pas possible. Il fallait des gens engagés. Alors il leur a dit, il ne s'adressait à personne, mais il répondait à peu près à tout le monde, en disant que lui, personnellement, il a du mal à coaliser et à envisager de coaliser avec des gens qui, eux, n'ont rien à perdre. Lui, il estime qu'il a la confiance de ses militants à perdre. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces militants ont mis toute leur confiance en lui, il le voit mal en train d'engager la confiance de ces militants-là avec des gens qui, eux, n'ont rien à perdre. C'est-à-dire que ça se passe mal, que ça se passe bien, tant pis, il n'y a pas de problème. Et nous retrouver dans une espèce de, comme l'autre là aime souvent à dire, Limbi Lobé, dans un attelage disparate. Bon, ça c'est biblique, c'est même pas une création de Limbi Lobé. Dans un attelage disparate où les chevaux ne vont pas exactement dans le même sens. Donc il a attiré leur attention là-dessus en disant qu'on est tous d'accord pour la coalition, mais faisons attention. Moi, je ne coalise que avec des gens qui, eux aussi, ont quelque chose à perdre. Et il a été dur. Et moi, je pense que c'est la dureté de sa réponse qui a décidé le professeur Abba Oyono. Parce qu'il a dit que nous connaissons tous, nous les leaders politiques, là, entre nous, nous connaissons tous. On va commencer quelque chose maintenant, et demain, on va commencer à nous dire que oh, c'est monté, c'est descendu, non, ne partons pas comme ça, non, faisons comme ça. Il a dit non. Et il a même poussé le bouchon. Je l'ai vu rarement aussi intense. Il a dit que mais vous allez même nous pousser à un moment donné, vous allez nous pousser à faire les pactes de sang. Oui, parce que parmi nous là, il y en a qui sont tellement ondoyants et divers que peut-être que pour maintenir le bloc soudé, il va peut-être falloir qu'on aille chez le Nganga faire le pacte de sang en disant que non, celui qui trahit meurt. Il dit que oui, dans ces conditions-là, peut-être qu'on peut coaliser librement en sachant que chacun a l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Parce qu'il dit que mais c'est dangereux et on a vu ça. Donc, la réaction du professeur Oyono, Abba Oyono, moi je pense que il a quelque part interprété les propos de l'honorable Cabral Libye comme une fin de non-recevoir à sa dynamique. Et il a dit, bon ben foutu pour foutu, je choisis celui que j'estime le mieux positionné. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que dans la démarche du professeur Abba Oyono de mutualiser les deux, son intention c'était juste de demander à Cabral de s'aligner derrière le professeur Kamto. En filigrane, c'est clairement ce que ça veut dire. La preuve, quand il y a eu une rigueur ou une rugueur du côté de l'honorable, du président Cabral Libye, tout de suite, la semaine d'après, bim, il va et il fait une déclaration qui ne laisse aucun doute sur sa pensée. Reconnaître que le MRC est le parti le mieux structuré du Cameroun. Bon, je me suis dit, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas non plus exagérer. Comment? Non, mais bon, voilà. Il y a des partis qui sont beaucoup plus structurés que le MRC au Cameroun. Ce n'est pas de la haine de le dire, c'est factuel. Mais bon, ça faisait partie de son discours et c'est ça qui motivait sa posture selon ce qu'il a dit. Donc voilà, nous avons pris acte de sa position. Merci. En attendant que le docteur Maïle pose une autre préoccupation, moi j'en ai une. Quelles ont été les motivations du choix de la vie de Koula Famba? Est-ce que les grandes métropoles ou, entre guillemets, les villes pilotes politiquement vous ont été hermétiquement fermées jusqu'au point d'aller tenir le congrès, ces travaux en Koula Famba? Bon, il faut déjà situer un Koula Famba parce que tout le monde ne sait pas où c'est. Ah, voilà, déjà. Koula Famba, c'est dans la banlieue de Yaoundé. Koula Famba, c'est à 20 minutes du centre-ville de Yaoundé. C'est vraiment
C'est pour ça que j'ai précisé qu'on était en Kouaba. En Kouaba, les gens connaissent plus. C'est sur la route de Soie. C'est juste après Soie. Le choix d'Onkola Famba était un choix stratégique. Pourquoi? Parce qu'il fallait tenir le congrès dans une localité qui pouvait accueillir du monde. Oui. Donc il ne fallait pas que ce soit loin des grandes métropoles. Il ne fallait pas que ce soit loin des grandes métropoles. Ouais. Il fallait qu'on soit dans un environnement où vous pouvez accueillir du monde. Compte tenu, une fois de plus, de ce qui nous a fait le plus défaut, le temps, compte tenu du temps, il fallait que nos invités soient en mesure de venir à notre congrès. Oui. Et le facteur temps, comme je le disais, je répète, a empêché à beaucoup de venir, malgré les dispositions. Donc, Kola Famba, on a essayé ailleurs, et c'était compliqué. Et on a donné le chapeau à ce sous-préfet-là, M. Nana, qui vraiment... chapeau, tout simplement. Je ne vais pas entrer plus loin. Juste chapeau. Oui, Dr Maïlé. Oui, alors, on veut faire de la politique différemment. Hein. On va faire de la politique différemment. J'ai entendu le président Cabral Libi parler à l'honorable, ou en tout cas, parler de l'honorable Oshi. Et il a appelé Josh. Donc, ça peut sous-entendre... une certaine amitié, une certaine familiarité. Est-ce que c'est sorti comme c'est sorti? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il était invité à notre second congrès. Il a eu la parole, justement comme le professeur Abba Oyono et d'autres. Hein, je ne vais pas tous les citer. Alors, ma question est... pour les habitants de Kribi, pour nos concitoyens de Kribi, quel comportement adopter avec les autres partis politiques d'opposition? Par exemple, pour ne pas le citer, puisqu'on parlait de l'honorable Oshi, le SDF, la question aussi que je pose, en sachant que le président Cabral Libi a précisé que l'élection présidentielle va se gagner commune par commune. Qu'est-ce que vous avez à perdre, Bruce Maëlé? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je pose la question, ce n'est pas forcément à vous de répondre, mais d'après vous, qu'est-ce que les partis d'opposition à Kribi ont à perdre? Vous avez cité tout à l'heure, vous avez corrigé le révérend qui a osé parler de 2 années alors qu'il s'agit de 3 longues années de travail effectif. Alors pour vous, comment donc une mutualisation pourrait être envisagée au niveau local? Alors, je vais vous... En précisant la notion que Cabral a soulignée de ne justement pas se faire perdre, c'est ça qu'il a dit, non? Oui, en fait, la phrase c'était parce qu'il disait je ne coalise pas avec ceux qui n'ont rien à perdre, parce que quand tu coalises avec quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est lui qui va finir par te perdre. D'accord, oui, c'était bien ça. C'est lui qui va finir par te distraire. Alors, pour répondre, au niveau de Kribi, notamment avec le SDF, mais je pourrais citer d'autres partis, hein, notamment avec le SDF, je vais pas qualifier d'excellente, mais j'ai de très bons rapports avec le départemental du SDF, départemental Océan du SDF, David Oshi. On est à tu et à toi, vraiment, on est très très bien. Il a le même nom que le président? Oui, c'est son petit frère. Ah d'accord, ok. Révérend, vous voyez que ce n'est pas qu'au PCRN hein, qui a le frère. Parce que vous avez commencé l'émission en voulant gâter mon nom là. Non, pas ou l'autre nom. Donc, ce n'est pas qu'au PCRN que les frères font la politique ensemble. Donc on a de très bons rapports, David Oshi et moi. Au niveau de Kribi Premier, tout récemment, ils ont eu leur assise. Et on a désigné quelqu'un que je connais très bien, Marcel Massongo, qui est un vieux frère, avec qui j'ai aussi d'excellents rapports. Donc, on se parle, c'est des gens avec qui on se parle, on rigole, on a à tu et à toi, et voilà. Maintenant, pour ce qui est de la coalition,
nous sommes, et c'est un sujet que nous avons déjà abordé ensemble, avec le SDF notamment, même avec le MRC. J'en ai déjà discuté avec quelqu'un comme Mengong Stéphane. En termes de coalition, s'il faut qu'on coalise, moi j'aime à dire que la coalition se fait par palier. Le premier palier sur lequel il est presque impératif que les partis politiques, notamment d'opposition, coalisent, c'est le palier de la surveillance du vote. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de résistance. Ça, c'est une plateforme qui va se mettre en place automatiquement parce que tout le monde a intérêt à ce que les résultats des urnes, quels qu'ils soient, que ces résultats-là reflètent la réalité de l'électorat. Donc, tout le monde, de l'opposition en tout cas, tient à cela. Donc, la première coalition, pour rassurer les populations, va déjà être de dire que nous allons nous mettre tous ensemble. Et je l'ai déjà dit sur ces antennes, ce ne sera pas la première fois. Il y a eu le groupe des 7 qui ont coalisé pour proposer un code électoral consensuel qui existe. L'honorable Cabral Libi, l'honorable Joshua aussi, le président Maurice Kamto, madame Toumaï Nundanjua, le président Kuemo, ils se sont assis. Et contre toute attente, quand vous les voyez assis en train de travailler, vous écoutiez la façon dont ils échangent entre eux. Je pense que si on faisait entrer beaucoup de cadres de tous leurs partis, ils allaient être légèrement surpris de la convivialité, voire même de la complicité dans les échanges entre eux. C'était vraiment une ambiance bon enfant. Ils se tutoient, ils se coupent un bout de pain, ils se tapotent dans le dos. Donc, ça on sait faire. On l'a déjà démontré, ça on sait faire. Maintenant, la coalition pour les candidatures, ça c'est autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Kribi, notamment où on est, les élections, outre que les élections présidentielles, on pourra coaliser sur beaucoup d'autres choses. Au niveau de la municipalité, puisque tout porte à croire qu'on va aller à la proportionnelle aux prochaines élections, c'est-à-dire qu'il y aura plus de 2 partis en compétition. Donc ça va se gérer au nombre de sièges par électeurs remportés. Il y aura des coalitions, il y aura des ententes. Donc maintenant pour la présidentielle, on attend de voir. L'honorable Joshua aussi a déclaré lors de ce congrès qu'il se dispose le SDF à collaborer avec le PCRN en vue de ces présidentielles. Ça ne veut rien dire d'autre que ce que ça a dit. Donc, on pourrait s'attendre à une collaboration entre le SDF et le PCRN. Monsieur Abdourahmane nous a fait la proposition d'adhérer à son offre, la TAS, qui est son réseau de surveillance nationale du résultat des élections, et le président national Cabral Libi nous a instruit à nous les cadres de faire entrer nos adhérents. Il est vrai que nous-mêmes en interne, nous avons mis sur pied le COPIL, qui est notre propre processus de surveillance des élections, mais comme on n'est pas représenté partout, la coalition dont on parle, comme on n'est pas représenté partout, et que M. Abdourahmane a déjà quand même près de 6000 recrues dans son initiative. Bon, voilà des couloirs de coalition vers lesquels nous sommes en train de nous avancer. Mais pour ce qui est de la coalition de candidature, on n'en est pas encore là. D'accord. Avant que le docteur Maïlé ne présente sa dernière préoccupation pour ce premier volet, je voudrais rappeler à nos auditeurs les clés de contact pour prendre une part active à cette première édition de PCRN Actu après la trêve. Le 694 23 48 48, je répète, le 694 23 48 48 et le 681 85 48 23. Le 681 85 48 23, c'est par WhatsApp, SMS ou par voice. Docteur Mayele, votre dernière préoccupation pour ce premier volet?
Alors, j'ai précisé tout à l'heure que je suis le frère du président local PCRN pour Kribi Premier, mais je ne lui donne aucun lait. Il ne m'a pas répondu tout à l'heure à la question « Qu'est-ce qu'il a à perdre ?» C'était une question à laquelle il doit répondre. Et pour terminer mon intervention, parce que j'ai une mission, les citoyens doivent savoir que les politiques sont leurs serviteurs. Donc, les citoyens doivent pouvoir demander à leurs autorités des comptes. Par exemple, cet édifice public a coûté combien? Ces pavés sur la route, ces travaux ont coûté combien? Moi, je vous pose donc la question. Un congrès comme celui de Nkola Famba ou bien celui de Kribi comme vous vouliez organiser coûte combien? À peu près. Je ne demande pas au centime près, mais il faut que les citoyens apprennent à demander à leurs élus ça coûte combien, parce que les élus ne font pas des cadeaux aux citoyens. Les élus leur rendent ce que les citoyens paient en impôts, en taxes, etc. Bon, alors, une question après l'autre. Ce que nous avons à perdre, nous, au PCRN ou à Kribi? À Kribi, en général. À Kribi, je parle de Kribi, bon, mais je parlais de vous. Ce que moi, personnellement, j'ai à perdre à Kribi. En tant que président. En tant que président communal de Kribi Premier. Tout à fait. Ben, j'ai à perdre une équipe loyale. J'ai à perdre cette équipe-là, qui, pour moi, sur le plan politique, est le plus important. Une équipe loyale. J'ai ça à perdre. J'ai à perdre tout le travail et l'investissement consenti depuis 2020. L'investissement en temps, l'investissement en ressources humaines, l'investissement à tous les niveaux. J'ai énormément à perdre. On a beaucoup... Je suis mal à l'aise de parler de jeu parce que je ne suis pas seul. J'ai des gens qui m'accompagnent et qui sont au four et au moulin tous les jours. Le secrétaire général communal pour Kribi Premier, monsieur Moesni Djondjaki, je fais un coucou. Ils sont nombreux. Nous avons vous-même qui est dans le bureau de Kribi Premier. Je pourrais en citer d'autres. Bertrand Coignet. Une équipe. Non, c'est une équipe. C'est un gros risque. Parce qu'il est rare en politique de trouver des gens aussi dévoués. C'est rare. Surtout quand vous n'avez pas forcément les moyens financiers d'entretenir ce monde-là. Donc c'est purement de la loyauté et l'objectif fixé, partagé par le plus grand nombre. Voilà ce que nous avons à perdre. Voilà ce que nous avons à perdre. Et c'est pour ça que moi je comprenais parfaitement ce que le président Cabral Libi voulait dire quand il disait qu'il ne pouvait pas prendre le risque de perdre la confiance de tous ces cadres et ces militants dans une aventure hypothétique. Je le comprends parfaitement parce que effectivement, je vois ce que ça coûte en termes de sacrifice pour que nous continuions d'être là. La deuxième question, combien coûte un congrès? Le congrès de Kribi était budgétisé, on était à plus de 20 millions. C'est ce que je peux vous dire déjà, on était à plus de 20 millions. Le congrès de Nkola Famba a coûté beaucoup moins, parce que comme je le dis sur le plan de l'organisation, c'était beaucoup plus light. C'était beaucoup plus light. Je n'ai pas le chiffre exact, mais entre la location de la salle, la confection du matériel de travail, les badges, ce genre de choses, on doit osciller autour de 15 millions. D'accord, Président Maïlé, vous me donnez le privilège là de rebondir pour mettre la clé sous le parasol dans ce premier volet là, parce que vous aviez tellement à perdre. Allez-vous sacrifier la coalition et de ne pas perdre toute cette équipe dynamique qui vous accompagne? Non, mais sacrifier quelle coalition? La coalition qui n'a rien à perdre. Non, mais pour sacrifier une coalition, il faut qu'elle existe déjà. Pour sacrifier une coalition, il faut qu'elle existe déjà. Vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose qui n'existe pas. Alors je reprends, pour être plus précis.
nous avons été abordés par plusieurs groupes qui veulent coaliser. L'ATP, nous avons été abordés par l'ATP, nous avons dit nous sommes favorables. Oui. Maintenant, quel est le contenu? Quel est le contenu? Le président Billet nous parlait d'une coalition pour la transition pacifique et proposait que, à la tête de cette coalition pacifique, qu'on maintienne le président Biya pour qu'il soit celui qui gère la transition. On lui a dit c'est hors de question, on en parle, c'est hors de question. C'est absolument hors de question. Donc, après, il y a eu d'autres propositions. On a senti que ça devenait compliqué. Donc, on a quand même pris quelques reculs, tout en participant, hein, en restant attentif aux évolutions. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne se sont pas bien passées. Donc, du coup, voilà. Après ça, il y a le groupe de Douala qui nous a contactés, dont j'ai parlé tout à l'heure, Anissé Ekane et Sambaka. Sambaka, oui. Avec au départ Abel et Limbi Lobé. De ce côté-là aussi, on leur a dit ok, d'accord, allons-y. Abel et Limbi Lobé, qui est à l'initiative de ce groupe-là, Oui. lui, il avait donné des prérequis. Par exemple, il ne voulait pas qu'on associe le professeur Kamto dans cette réflexion parce qu'il estimait que le professeur Kamto, ayant refusé d'aller aux élections, enfin bref, pour plusieurs raisons, Oui. il estimait que non, voilà. Mal lui en a pris parce que finalement, le groupe de Douala s'est rapproché du professeur Kamto, qui lui aussi a donné son avis positif pour une telle initiative. Et c'est plutôt Abel et Limbi Lobé qui a été écarté. Ouais. Donc voilà. Et nous également, on leur a également dit que bon ben écoutez, on voit, on essaye de travailler, mais il faut qu'on travaille sur la base. Quelle est la base de la coalition? Et surtout, le plus important, quel est le programme? Parce que c'est à partir du programme qu'on pourra définir qui pourrait mener cette coalition, qui pourrait être le candidat de cette coalition. Beaucoup, et c'est un peu le reproche qu'on avait fait à l'ATP, Oui. en disant quand l'honorable Ninche nous avait sollicité en nous demandant de participer à leur coalition, on leur avait répondu que mais vous nous demandez de participer à quelque chose pour laquelle vous avez déjà décidé du candidat. On ne sait pas encore quel programme il va appliquer. Est-ce que dans l'APC là, est-ce que votre coalition c'est pour appliquer le programme du MRC? C'est pour appliquer quel programme? Est-ce qu'on a discuté sur le programme? Nous-mêmes, nous avons un programme politique. Dans notre programme politique, est-ce que vous avez tenu compte de certains points? Est-ce que nous nous sommes entendus dessus? Est-ce que le candidat que vous avez choisi est d'accord pour agréger à son programme certains points de notre programme? Donc, il faut s'entendre d'abord sur ces prérequis-là. Avant de choisir le candidat, vous ne pouvez pas choisir un candidat. D'abord, pour que vous demandez aux autres derrière de venir s'agréger dessus. Ce n'est plus, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, ce n'est pas une coalition, c'est un alignement. Or, nous ne sommes pas pour l'alignement, nous sommes pour une coalition. D'accord, d'accord. Nous allons prendre une très très courte transition, le temps pour nous de revenir pour aborder le deuxième volet de notre émission de ce jour. Retour dans ce studio avec la présence du vice-président national Bruce Mayele, chargé de l'idéologie du parti. Il va encore me recadrer là maintenant. Enlevez Y, révérend. Enlevez Y. Mayele. Voilà. Ah d'accord, merci. Président, nous allons aborder notre deuxième point de cette émission, élection présidentielle 2025. Où en est
le PCRN? C'est une question qui structure les ménages. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive dans les chaumières, dans les bureaux, sous les ponts. On se pose la question de savoir où en est véritablement le PCRN en ce qui s'agit des élections 2025 à 4 mois de cette échéance. À 4 mois de cette échéance, le PCRN se déploie sur le terrain, tout azimut. On crée des comités de base à tout va et sur l'ensemble du territoire national. Il s'en crée maintenant, depuis quelque temps, il s'en crée presque un toutes les semaines, voire beaucoup plus. Non, le PCRN est droit dans ses bottes. Nous avons dit que nous faisons une carrière politique. Définitivement, nous faisons une carrière politique. Et dans notre carrière politique, les échéances électorales sont des points culminants. Mais nous sommes en carrière politique. Donc, nous sommes en train de préparer une élection présidentielle. Nous avons investi un candidat. Nous sommes en train de nous organiser. Je vous ai parlé de la levée de fonds pour la campagne présidentielle. Nous sommes en train de nous organiser. Mais en nous organisant, nous regardons à gauche et à droite et nous échangeons avec d'éventuels partenaires politiques avec qui nous pouvons aller ensemble aux élections pour porter une candidature qui va soulager le peuple camerounais. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que il y avait deux axes que le président Cabral Libye avait fixés. Le premier axe, c'était la coalition pour la refondation, une coalition refondatrice. Et le deuxième axe, c'est la coalition Cabral Libye 2025. Donc, les choses sont en train d'évoluer. On ne s'est pas encore définitivement orienté vers l'une des deux. On est toujours en train de progresser avec ces deux options-là. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Le corps électoral devrait être convoqué courant de ce mois, à la fin de ce mois. À partir de là, ça va déjà quand même donner un coup d'accélérateur à toutes ces affaires-là. Donc, je pense que le peuple sera très rapidement édifié sur ce que nous allons décider. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le PCRN sur le plan national, et moi je suis content que cela ait été reconnu de beaucoup, et cela ait fait le témoignage de beaucoup de ces leaders politiques d'opposition qui sont venus au Congrès. Le PCRN aujourd'hui de notoriété publique a une structure et un maillage national qui est tout simplement admirable. Malgré les interdictions au 20 mai, on s'est rendu compte que nous avons défilé sur 360 communes, nous avons défilé dans près de 280 communes. Vous vous rendez compte? Malgré les interdictions. Donc, il y a un maillage territorial. Moi, j'ai été surpris au Congrès, on me disait, mais ça... J'entendais même des noms, je me disais, c'est au Cameroun. On me dit que non, mais ça, c'est le communal de telle ville. Ça, c'est le communal de tel village. Et j'avais envie de leur poser la question, mais comment le message vous est arrivé? Comment le message vous est arrivé? Mais, et c'est ça qui fait en sorte qu'en Cabral Libye, moi, personnellement, je vois une personne engagée, un leader charismatique, quelqu'un qui suscite de la confiance. Malgré tout ce qu'on raconte de lui, malgré toutes les injures, malgré tous les mensonges à répétition qui sont ourdis contre lui, mais il suscite, parce que c'est sa personnalité, il suscite de l'espoir, il suscite une adhésion. Et tout azimut. C'est ce qui est, moi, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est vraiment tout azimut. Aujourd'hui, on est même tenté de penser que, contrairement à ce que les gens nous disaient, oh non, le PCRN, c'est les Bassa, c'est l'Union Ekele. Mais aujourd'hui, moi j'ai plus tendance à croire que le bastion même du PCRN, c'est dans le Grand Nord. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Et pourquoi? Mais d'où de la façon dont nous sommes représentés dans le Grand Nord, de la façon dont nous impactons le Grand Nord. Moi je vous dis, j'ai été impressionné. Ne trouvez-vous pas que ça soit légitime puisque le fondateur est du Grand Nord? Non, ça n'a rien à voir avec le fondateur, puisque quand le fondateur avait le parti, il y avait 6 membres. Oh là là. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment à l'initiative du président national.
C'est vraiment l'initiative du président national, Voilà. clairement. Président Mayele, il y a quelques mois, vous parliez de deux axes. L'axe de la coalition avec les partis d'opposition. Je viens de le redire là. Oui, oui, vous venez de le redire. Et l'axe de l'axe Cabral-Libi. Aujourd'hui, au sortir du congrès tenu à Koula-Famba, il n'y a plus de doute. Cabral-Libi est parti pour être candidat. Il a été désigner le candidat comme candidat du PCRN. Est-ce qu'il y a encore des tergiversations? Y a-t-il encore des voies de réflexion? Y a-t-il encore des mains tendues à suivre? Mais oui, mais bien sûr. Parce que qui coalise? C'est les partis qui coalisent. Mais c'est les candidats. Il faut bien comprendre. Donc, de toute façon, nous, on allait investir. Parce que c'est le candidat. Et moi j'ai été très content d'écouter quelqu'un comme Célestin Bedzigui qui était là aussi, Célestin Bedzigui du PAL. Qui a même proposé. Oui, qui a clairement proposé que ce soit le président Cabral-Libi qui soit à la tête de cette coalition-là. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Donc, de toute façon, nous avions prévu d'investir le président Cabral-Libi comme le candidat du PCRN. Mais cette candidature-là peut très facilement et sans aucune difficulté s'aligner derrière un candidat qui aurait été choisi maintenant de manière consensuelle dans le cadre d'une coalition. Donc, ben oui, il faut bien garder. Mais vous imaginez, on part dans une coalition, nous on n'investit personne et puis à la dernière minute dans cette coalition il se passe un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben évidemment que non. Non. Il fallait que nous on ait notre candidat à la base d'abord et maintenant par la suite qu'on essaye de voir comment les choses évoluent. Le congrès tenu à Koula-Famba s'est-il appuyé sur cette élection présidentielle et quelles ont été les résolutions, quels ont été les points vitaux par lesquels vous allez entamer cette marche vers la présidentielle 2025? Ben, le président national l'a dit et ça a fait comme un éclair dans tous nos cerveaux, notamment nous les responsables communaux du parti, entre autres. Il nous a dit quelque chose de très simple. L'élection présidentielle se gagne commune après commune. Commune après commune. En quelque sorte, chaque leader de commune doit se sentir comme président investi. Très clairement. C'est-à-dire que en revenant de là, je me suis dit clairement, ma campagne présidentielle, bon, moi j'ai une double casquette, donc mes responsabilités sont un peu plus compliquées, mais bon, bref, en tant que responsable communal de Kribi 1er, ma campagne présidentielle à moi, c'est à Kribi 1er. Tout simplement. Et de la même façon pour mon frère et ami Henri Mabali, pour Kribi 2e. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on est dedans, on est focus dedans. Et depuis le congrès, ben, nous, on prépare l'élection présidentielle dans la commune. On ne se pose plus aucune question. Oui. Vous ne vous posez plus aucune question. L'échéance présidentielle, c'est à 4 mois, à quelques 4 mois. D'ici la fin de ce mois, le corps électoral sera convoqué. Est-ce que sur le terrain, y a-t-il un engouement pour le changement? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus l'apanage de ceux qui disent vrai ou faux, on ne peut pas le nier. Mais pensez-vous que sur le terrain, il y a l'aspiration au changement? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, les Camerounais sont fatigués. Honnêtement, les Camerounais sont fatigués, en commençant par le président de la République lui-même. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas désobligeant. Tout le monde est fatigué en fait. Donc tout le monde a besoin d'un nouvel, non, c'est clair. C'est clair, tout le monde a nouveau. Et on attend, moi je suis très curieux de savoir comment est-ce que le président de la République va réagir. Est-ce qu'il va Honnêtement, je suis très curieux de voir quelle sera sa réaction. Parce que quand je le vois physiquement, il est hyper fatigué quand même. Il est hyper fatigué. C'est-à-dire que l'impression qu'il donne en le voyant, c'est que ce moment arrive et puis vraiment que les Camerounais continuent leur barque. Moi, c'est bon là. Bon, maintenant, on connaît aussi les réalités du RDPC et du régime en place. Je ne suis pas sûr. Mais j'attends de voir. Mais pour ce qui est de la population, même à l'intérieur du RDPC, je le dis parce que je discute, j'ai des cousins, des frères, des amis du RDPC. Donc, c'est des discussions qu'on tient.
Tout le monde est fatigué en fait. Maintenant, le truc, ça va être de décider, on change pour qui? Ça va être ça la question. Mais si c'est pour le changement, il n'y a pas de problème. Et si on vous posait cette question à brûle pour point, on change pour qui? Comment allez-vous répondre à cette question? Ah ben moi je vais vous répondre simplement. Moi je souhaiterais qu'on change pour Cabral Libye. Pourquoi? Allez-y. On n'est pas en campagne, ça m'embête un peu de commencer à... Mais on peut y aller, nous sommes à 4 mois, c'est pas... Non, faut faire attention parce que... Non, moi, mon choix se porterait sur Cabral Libye pour plusieurs raisons. J'ai lu son livre programme. Oui. Ce que j'ai vu, et ce qui est... Dans ce livre programme, ce qui est proposé pour le Cameroun, j'ai regardé par curiosité politique ce que les autres proposent. Je pense que, honnêtement, ces partisans, je suis d'accord. Je ne vais pas non plus prendre des gens pour des lanternes. Mais au-delà de mon aspect partisan, je me dis que ce programme est bon. Franchement, ce programme est bon. Donc voilà. Le moment venu, le moment de la campagne, on va expliquer aux uns et aux autres pourquoi nous pensons que ce choix-là doit être le meilleur. Mais ce moment arrive. Ne me faites pas faire les choses avant que les choses ne se fassent parce que on est quand même scruté à la loupe et vraiment au moindre petit dérapage, je crois qu'on va pas nous donner on va pas nous donner le lait. Oui. Comme Antoine disait tout à l'heure. Nous posions la question de savoir où en est le PCRN. Est-ce que les inscriptions sur les listes électorales vous rassurent que ce changement, il est acté dans les esprits des Camerounais, il est l'objectif premier à atteindre pour les Camerounais? Et quelle est votre lecture à quelques jours de la convocation du corps électoral? Non, tout dépendra. Moi, je vous dis, tout dépendra des forces qui auront en présence. Tout dépendra. Honnêtement, je pense que tout dépendra de ça. Tout dépendra de qui sera avec qui pour proposer quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le cadre d'une de ces émissions à venir, si l'Éternel nous prête vie et santé, qu'on en discutera. Mais comme ça, là, je ne peux pas encore me prononcer. On verra. Parce que moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Oui. Si d'aventure nous nous retrouvons dans une plateforme où on a le SDF, où on a l'UDC, où on a le PAL, on parlait de Célestin Bédigui tout à l'heure. De Hilaire Kamga. Voilà, on a l'offre Orange Hilaire Kamga. Le MP de on a Hilaire Zipan. On a le PCRN. On a l'UDC de Taïwan. Je vais citer. Bon, vous voyez que s'il y a déjà une plateforme comme ça, soudée derrière un candidat, quel qu'il soit, hein, mais une telle plateforme soudée derrière un candidat, ce n'est déjà plus la même chose que s'il y a Joshua aussi qui se présente, s'il y a Cabral Libye qui se présente, s'il y a Madame Toumaïno qui se présente, si. Ce n'est déjà plus la même chose. Donc je dis, tout va dépendre de la configuration des partants. Ceux qui se seront positionnés, tout va dépendre de cette configuration-là. Et c'est de là que ça va partir. À partir de ce moment-là, on pourra faire on pourra essayer de faire des prospections ou bien lancer des perspectives en disant, bon, déjà à la base, vu qu'il y a tel bloc contre tel bloc, parce que le RDPC viendra aussi quelque part avec sa majorité présidentielle, pour ceux qui vont, en fonction du candidat qui sera présenté, je ne sais pas si c'est le président Biya qui va revenir, ou alors il va passer la main. Si le président Biya n'est plus là, sachant que certaines alliances se sont greffées autour de sa personne, je parle notamment avec l'UNDP, ce sont des alliances de personnes entre M. Bouba Bello, le ministre Bouba Bello et Paul Biya, ce sont des alliances de personnes, ce ne sont pas forcément des alliances de partis. La preuve, ils sont en compétition dans les élections, dans toutes les autres élections, les législatives municipales, l'UNDP est en compétition et chicote sérieusement le RDPC dans son fief. Donc voilà, le seul point où ils se mettent en phase, c'est au présidentiel. Alors si le président Paul Biya n'est plus là, quelle sera la position de M. Bouba Bello?
Voilà l'une des grandes interrogations. Il faut savoir que M. Bouba Belo, c'est la deuxième force politique au Cameroun. Bien sûr. L'UNDP. Quelle sera leur position? Donc c'est toutes ces choses-là qui permettent d'expliquer que pour l'heure, on ne peut pas encore... le tableau n'est pas clair. Pour l'heure, le tableau n'est pas clair. Il y a beaucoup trop d'inconnus. Ne pensez-vous pas que vous allez un peu égratigner la compréhension de certains auditeurs qui ont tendance à dire que la deuxième force politique au Cameroun, c'est M. Kamto plutôt qui a été second lors des élections présidentielles? Non, on a déjà tenu ce discours en long et en large et en travers. La force politique d'un parti se voit au nombre de ses élus. C'est simple. C'est simple. La force politique d'un parti, je parle du parti politique, la force politique d'un parti se voit au nombre de ses élus. La notoriété d'un leader, c'est autre chose. La notoriété d'un leader, c'est autre chose. Ouais. Ben, maintenant, le président Kamto a la notoriété qu'on lui accorde. Mais sa notoriété ne fait pas de lui ou de son parti la deuxième force politique du Cameroun. C'est pas possible. Sur quelle base? Sur quelle base crédible? Sur quelle base factuelle, scientifique, vous faites une telle déclaration? Il n'y a aucune base. Il n'y a aucune base. Si vous voulez prendre comme 2018, oui, mais il y a eu des élections après 2018. Oui. Bon, mais alors, c'est ça. C'est sur la base de 2020 qu'on apprécie. C'est sur la base de 2020 qu'on apprécie. Malheureusement, ils n'ont pas voulu aller aux élections en 2020. Ce qui nous amène aujourd'hui dans des discussions compliquées. Et nous allons y rentrer dans des discussions compliquées avec la présence du Dr Maïlé encore dans ce studio. Tout en prenant une courte respiration, nous allons parler de cette coalition qui a le caillou dans la chaussure. Ça, tout le monde conviendra avec moi que c'est un véritable caillou dans la chaussure. Président Mayele, nous allons parler de la coalition de l'opposition. Aujourd'hui, cette coalition, cette prétendue ou cette probable coalition de l'opposition a un caillou dans la chaussure, le mandat impératif. Les radios, les télés, les réseaux sociaux en font grand écho aujourd'hui. Que pensez-vous au PCRN de ce mandat impératif? De la nullité du mandat impératif. De la nullité du mandat impératif, évidemment. Alors, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juristes au PCRN. Mais on est tous d'accord qu'au PCRN, à 100%, c'est d'abord des politiques. Donc nous prenons la chose sur le plan politique. On va laisser les juristes de la Cour constitutionnelle nous dire ce qu'il en est. Parce que je crois qu'au-delà de tous les bavardages dans sur les plateaux télé et tout ça là, je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui va régler ce problème-là. Mais sur le plan politique, là, on est fondé d'avoir... Le président Mayele, la Cour constitutionnelle a son droit et les autres juristes en ont les leurs. Comme je ne suis pas juriste, je ne vais pas bégayer ou bien me perdre dans... Je préfère parler de ce que je connais, de ce que je maîtrise. C'est plus simple. Non, moi, ça m'a donné un sentiment étrange. Cette histoire-là m'a donné un sentiment étrange. Et je parle sur le plan politique, exclusivement sur le plan politique. Allez-y, oui. La transhumance politique ne me pose absolument aucun problème. On peut partir d'un parti à un autre, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas le débat. Le débat, de mon point de vue, se situe dans une étrangeté, quelque chose de bizarre que j'ai ressenti. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Et moi, je vais prendre les propos des uns et des autres. Juste ça. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? On en arrive là aujourd'hui parce que le leader de cette formation politique a dit « Ok, je sors de prison de manière totalement arbitraire, mais j'en suis sorti. Il faut changer trop de choses dans ce pays. Et nous allons aller aux élections pour que ça change. » Acte 1. Acte 2. La même personne, sur le plan politique, ce qui m'a heurté, vous dit, bon, écoutez, au final, le code électoral, c'est pas ça, c'est pas bon. Dans le Nozo,
il y a la guerre. Et dans ces conditions-là, finalement, je pense que ça ne vaut pas la peine d'y aller. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit derrière, je sais qu'en prenant cette décision, le verbe qu'il a dit, je suis conscient, ou plutôt nous sommes conscients qu'en prenant cette décision, nous n'irons pas à l'investiture présidentielle, à la candidature présidentielle. Ok, d'accord. Et acte 3, désormais nous allons participer à toutes les élections, y compris les élections présidentielles. Oui. Acte 4, je vous dis que le MRC va participer aux élections présidentielles. Acte 5, nous avons des élus, ou nous aurons des élus. Bon, ok. Je dis ok. Et la seule question que je me suis posée à ce moment-là, et moi je suis curieux que les membres de ce parti-là ne se soient pas posé cette question. En tout cas, clairement, peut-être qu'ils le font en interne. Mais le père, si tu savais que tu allais participer aux élections présidentielles, pourquoi tu as empêché les autres d'être maires, conseillers municipaux et députés? Pourquoi? Si c'était pour que tu ailles chercher des élus dans un autre parti pour venir te permettre à toi d'être candidat, mais as-tu laissé tes lieutenants et tes cadres être eux aussi des élus? Parce qu'en filigrane, l'impression que ça donne, c'est quoi? 2013, on a participé aux élections, ça s'est passé comme ça s'est passé, on a eu un député, c'est pas mal. 2018, on a participé aux élections présidentielles, je suis candidat, tout va bien. 2020, non, on va pas aux élections parce que vraiment tout est mauvais, non, c'est pas bon, non. 2025, non, on repart aux élections parce que oui, je suis candidat, en fait, politiquement, hein. Et je ne veux pas entrer dans les méandres de la Constitution, mais politiquement, je me dis, en tout cas, moi, Cabral nous fait un coup pareil, je vais lui dire, mais boss, donc en fait, il n'y a que toi qui peut être candidat dans cette affaire-là. N'êtes-vous pas en train de susciter une révolte? Je ne suscite aucune révolte, ce sont des questionnements logiques, basiques, c'est-à-dire que niveau moins 2. Parce que la question est simple. Mais président, maintenant tu nous dis que, ok, on a des élus qui viennent d'ailleurs pour t'investir, pour que tu sois président, candidat à la présidence. Mais il fallait donc nous laisser y aller. Logiquement, je veux dire que tu interpréterais ça comment vous interprétez ça de manière différente? Puisque dans la foulée, rien n'a changé, tout le monde est au courant que rien n'a changé. Donc, voilà la question. Et moi, je peux comprendre quand, au niveau, par exemple, de certains leaders politiques de l'opposition qui regardent cette affaire-là d'un œil, sans vouloir trop y mettre la bouche, comme on dit au quartier, parce que effectivement, il y a un problème je ne dirais pas de cohérence, parce que c'est discourtois, mais c'est quand même bizarre comme attitude, ce genre de choses. C'est assez étrange quand même. Vous faites un procès au président? Je n'ai accusé de rien ni personne, donc je ne fais aucun procès. Je pose un questionnement sur la table. Et moi je suis curieux. Bon, ceux qui sont partis du MRC ont posé, et ils l'ont posé à peu près, mais dans des termes plus durs, parce que là-bas il y avait la frustration. Quand vous écoutez Célestin Jamen et tout ça là, jusqu'à présent ils sont énervés. Mais ça peut se comprendre quelque part, parce que finalement le résultat c'est quoi? C'est que nous tous nous sommes engagés en politique, nous tous nous faisons carrière en politique, nous tous nous aspirons à avoir des postes électifs, nous tous nous voulons être élus, qui députés, qui conseillers municipaux. Vous nous empêchez d'être conseillers municipaux, et comme pour nous endormir, et comme pour nous caresser en fait, vous nous dites, oh non, je sais qu'en faisant ça, moi-même, je ne pourrais pas être candidat. Juste genre pour que la pilule passe. Je sais que je ne pourrais pas être candidat moi-même, je sais que le parti ne pourra pas investir, donc mieux on boycotte nous tous. Bon, quand la pilule est passée et digérée,
vous apparaissez là comme une fleur. Finalement, moi, je pense que je vais être candidat. Et les autres se retournent, ils disent que, mais attends. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la problématique que moi j'ai avec cette histoire de mandat impératif, la nullité du mandat impératif. J'ai un regard politique là-dessus. Et sur le plan politique, je me dis, il faut vraiment que ces militants l'aiment et l'adorent. Parce que moi, sur le plan politique, j'aurais quand même dit que c'est pas normal. D'accord. Docteur Mayele, on parle de la coalition de l'opposition avec ce caillou dans la chaussure qualifié de la nullité du mandat impératif. Une préoccupation? Alors, c'est exceptionnellement que je vais répondre, hein, parce que la mission qui est la mienne est de une préoccupation adressée au président Mayele. D'accord. On voulu télécharger les questions alors. Merci, révérend. Ok, non, par rapport à ça, il me semble que, et je peux donc poser la question, Bruce Mayele, est-ce que vous n'avez pas la préoccupation d'expliquer effectivement aux concitoyens de manière simple quel est le problème, quelle est la réalité? Parce que on parle d'un mandat non impératif ou un mandat impératif nul. Tout le monde se focalise sur ce mot. Oui, effectivement, c'est la loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un parti politique investit un candidat qui devient député, ce n'est pas parce que ce parti politique a investi ce député et qu'il est élu que maintenant ce député va obligatoirement faire ce que son parti lui demande de faire, de voter comme son parti lui demande de voter. C'est tout simplement une disposition qui doit donner une certaine liberté à l'élu pour agir en âme et conscience dans l'intérêt de la nation. Ce n'est que cet aspect-là. Mais ça ne veut pas dire que un élu qui a été investi par un parti peut décider d'investir un autre candidat que celui de son parti à une élection présidentielle. Alors, vous savez, toutes les lois sont perfectibles. Il y a toujours des petits vides juridiques dans lesquels on peut s'engouffrer. Mais nulle part au monde, dans une démocratie, un élu d'un parti va aller avec son pouvoir qu'il a eu dans une assemblée pour aller investir un candidat qui n'a pas d'élu. Moi, je me pose la question de savoir, mais nos hommes politiques, nos docteurs en droit, quelque chose d'aussi simple à expliquer, on tergiverse sur la nullité du mandat impératif. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que un député qui démissionne de son parti peut investir quelqu'un qui n'a pas d'élu, qui a refusé d'avoir des élus, s'il faut le dire. Le résultat est le même. En fait, moi, c'est pour ça que je ne voulais pas trop aborder la question juridique. Mais à cette préoccupation... Abordons cette question dans le sens politique. Même sur le plan juridique, moi j'ai des questionnements et je me dis c'est quand même assez tiré par les cheveux parce qu'effectivement il y a deux écoles. Et ces deux écoles-là sont entretenues, les deux écoles, par d'éminents professeurs en droit, d'éminents, tous des papes du droit. La première école, donc, c'est l'école, on va faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Allez-y. La première école, c'est l'école qui définit que quand un parti politique a investi un élu, notamment un député, quand le parti politique t'a investi, c'est tout ce que le parti politique fait pour toi. À partir du moment où tu es investi, tu n'es plus le député de ce parti politique, tu es le député de la nation. Donc, tu n'as plus aucun compte à rendre à ce parti politique et le compte que tu as à rendre, c'est à la nation et à ta circonscription.
Et à partir de ce moment, si tu démissionnes de ce parti politique, tu peux le faire, ta qualité de député, faire en sorte que le parti politique dans lequel tu vas atterrir, comme tu deviens membre de ce parti politique, du coup ce parti politique est un parti politique qui a un élu. Et comme la loi dit que l'investiture à la présidentielle pour les partis politiques qui veulent élire sans passer par les 300 signatures, il faut que ces partis aient des élus. Donc cette école-là dit que non, à partir du moment où je suis élu et que j'atterris dans un parti politique et je prends la carte de ce parti politique devient tout simplement un parti politique en droit de présenter un candidat. Là, c'est la première école. La deuxième école définit que quand tu es député, tu deviens député de la nation. Donc, tu n'as plus de lien de subordination avec ton parti. C'est-à-dire que ton parti ne te commande plus. Maintenant, c'est le peuple qui te commande. Mais, l'investiture reste pour le parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pars de ce parti-là pour aller dans un autre parti, ou tu n'as même plus de parti, parce qu'en cours du mandat, tu peux décider que moi, je ne suis même plus dans aucun parti. Je suis juste député de la nation. OK? Mais le parti reste avec ton investiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rémunère les partis politiques qui ont des élus, et que toi, tu as démissionné du parti qui t'a investi, on ne va pas te donner la rémunération là à toi si tu n'es plus dans notre parti, en disant que bon, comme tu es député, c'est à toi qu'on donne l'argent. Non. C'est au parti qui t'investit, puisque c'est tout un dossier d'investiture. C'est tout un dossier d'investiture à la session de plein droit. C'est toute une procédure judiciaire, juridique, pardon. Donc, il y a ces deux écoles-là. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, c'est la Cour constitutionnelle qui va dire. Mais mon point de vue et mon questionnement est simple. Considérons que vous avez un élu. Exemple simple. Vous avez un élu qui part du SDF pour entrer dans un parti qui s'appelle le TTX. Le TTX, à la convocation du corps électoral, comme il dit que ils ont déjà un élu, puisque le député démissionnaire du SDF est venu dans le parti TTX. Oui. Donc le parti TTX est déjà en capacité d'investir. Le TTX pose sa candidature donc à la présidence. OK? Oui. Il dépose son dossier de candidature. Dans la foulée, il décède. Et vous savez que le mandat du député échoit avec la mort. C'est la seule condition pour que tu perdes ton mandat, c'est la mort. Parce que le mandat du député est irrévocable. Bon, dans l'intervalle, donc, le parti perd son unique élu. Il décède. Est-ce que le parti garde l'investiture? Je ne crois pas. Puisque la raison qui lui permettait de voter, de présenter un candidat n'existe plus puisqu'il est décédé. Oui. Or, c'était la raison qui donnait à ce parti la capacité de présenter un candidat. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, je prends un autre exemple. Les gens qui ont démissionné du SDF pour aller dans le MRC, oui. Pour une raison ou pour une autre, ils s'engueulent, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés, tout ça là. Pendant que le MRC est en train de dire que bon, nous on va aller se présenter, on a déjà des élus. Coup de tonnerre, bang, les autres, tous les élus là démissionnent et ils repartent maintenant dans l'UDC. Du coup, le MRC perd sa capacité d'investir. Voilà toutes les questions simples qui peuvent permettre aux gens de comprendre qu'il est quand même difficile de concevoir que seulement parce que tu es un élu qui atterrit dans un parti, tu donnes à ce parti la capacité de t'investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être un ping-pong terrible. Et comme les députés ne sont justement pas liés à leur parti, ce sont des députés de la nation, comme tu es entré dans ce parti à midi, le lendemain à 15h, tu peux dire que bon, vous m'énervez même d'avoir tous ici là. Moi, je vais ailleurs. Donc, du coup, je suis en capacité d'investir. Non, demain, non, je ne suis plus en capacité d'investir. Non, c'est maintenant l'autre qui est en capacité. Donc, un élu peut se promener dans des partis comme ça là et à tour de rôle, chaque parti va dire, bon, maintenant c'est mon tour d'être en capacité d'investir. Non. De mon point de vue, je ne suis pas juriste, mais mon analyse un peu logique de la situation, c'est que l'investiture appartient au parti politique. Le mandat appartient à l'élu. Oui. Le mandat appartient à l'élu et il est irrévocable. Personne ne peut le lui enlever. Oui. Mais c'est le parti politique qui investit. Donc l'investiture appartient au parti politique. Mais une fois de plus, révérend, on se retrouve dans ce genre de situation. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On discute. Pour quelle raison? Mais si ces gens voulaient aller aux élections présidentielles
Tout simplement. Ils avaient des candidats, des gens qui s'étaient engagés financièrement pour être des élus. Oui. Et je pense qu'ils en auraient eu. Et je pense même qu'ils en auraient eu pas mal. Or, l'autre question qu'il faut se poser, et là je reviens sur le plan politique. Quand le prof déclare en 2020 qu'ils sont conscients Qui ne seront pas candidats. voilà, et qu'en 2025 il dit qu'ils peuvent, la question que je me pose c'est, en 2020 il avait déjà cette information, donc est-ce qu'il mentait délibérément à ses militants en leur disant ça? Ou alors, il n'avait pas encore cette information, donc il était convaincu qu'il ne pourrait effectivement pas se présenter. Et c'est dans l'intervalle que, il s'est rendu compte que, mais au final même, en fait, on peut. Ça, c'est une interrogation qu'il faut se poser sur le plan politique, parce que le travail d'éveil doit aussi permettre aux uns aux autres d'expliquer les choses clairement. Parce que, quand on te donne une certaine stature, une certaine autorité, et que tu fais une déclaration de ce type-là, pour faire exactement la déclaration contraire quelque temps après, il faut se poser la question. Tu savais, tu as menti, ou bien tu ne savais pas, et tu as su après. Vous comprenez? Okay. Parce que c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui, là, tout le monde, les professeurs, qui se disent, qui se dédisent, qui commencent à s'insulter entre eux. Bon, c'est vrai que ça fait parler. Ça fait parler, c'est peut-être très souvent leur objectif qu'on parle d'eux, ils ont réussi, on parle d'eux, mais sur le plan politique, il y a beaucoup de questionnements qui me laissent perplexe. D'accord, docteur Maïlé. Oui, moi je voulais quand même ajouter, et ça va dans le cadre de mon questionnement. Il me semble que les élections législatives et municipales devaient intervenir avant les présidentielles. Mais voilà autre chose. Oui. Et c'est sur cette base-là, peut-être, où dans la stratégie, il s'était dit, nous pouvons boycotter maintenant, mais de toutes les façons, en 2024, il y aura 2025, des élections législatives et municipales. En février 2025. Et naturellement, nous aurons des élus. Mais le parti au pouvoir, en fonction de ce que lui permet la loi, a tout simplement déjoué ce plan. Et c'est ça donc qui nous amène à des choses compliquées. Mais alors, d'où la question. Quand ils déclarent en 2020 qu'à cause de cette décision, ils sont conscients du fait qu'ils ne vont pas participer aux élections présidentielles, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il sait déjà que les élections de 2025, de février 2025, vont être reportées. Non, il a parlé de risque. Il prend le risque. Oui, il n'était pas affirmatif. Oui, docteur Maïlé, il prend le risque. Mais disons que dans ce risque, oui, connaissant le machiavélisme du parti au pouvoir, pourquoi s'est-il aventuré à boycotter ces élections? Connaissant ce que c'est que la force de frappe en face. Aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre simplement. Moi, je ne comprends pas ce haut niveau supérieur de tactique incompréhensible. Vraiment, j'ai essayé de réfléchir, mais c'est à la limite, il aurait même pu permettre que un dissident du MRC qui était sûr de gagner, même un seul, qui parle. Mais là, tous, il y en a qui étaient remontés. Il a dit personne. Jusqu'à ce jour, ils sont remontés, il faut le dire. La sortie de Maître Ndoki il y a encore quelques semaines, elle nous a démontré que non, la pilule n'a pas, comme disait le président Maïlé, la pilule n'a pas été complètement digérée. Alors, dans cette compréhension, oui, c'est le peuple qu'on manipule, c'est les citoyens qu'on manipule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos constitutions ne viennent pas du vide. En général, on s'inspire soit de la France, soit de l'Angleterre, soit des États-Unis, oui, soit du Canada. Vous avez vu où, dans ces pays-là, où un élu
d'un parti avec la notion de nullité de mandat impératif, parce que ça n'a pas été inventé ici. Non, ça n'a pas été inventé. Ouais, c'est quelque chose qui existe en France, qui a existé en France, et nos constitutionnalistes s'inspirent de ça et ils taillent ça aux couleurs nationales. D'accord? Moi, je suis le PCRN parce que nous essayons de revenir à nos sources, à nos origines. C'est pour ça qu'on parle de l'aspect communautaire. Mais quand on a un modèle, inventer maintenant un précédent qui ne se justifie pas, c'est juste embrouiller les gens. Il n'y a pas de problème à dire qu'un élu est libre de voter la loi qu'il veut, même si elle s'oppose à son parti. Ça, il n'y a pas de difficulté. Mais maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que, par exemple, Cabral Libye n'avait pas besoin du parti Univers. Il aurait tout simplement pu entrer dans un parti qui n'avait aucun élu. Donc... Non, il n'était pas élu à ce moment-là. Oui, c'est pour ça qu'il avait besoin du parti Univers. Non, mais là, en l'occurrence, le MRC n'a pas d'élu. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il aurait créé un parti et il aurait pris un élu. Même pas créé. Entrer dans un parti. Il n'y a pas besoin de créer un petit parti qui existe. Il y a 300 ou 400 partis politiques au Cameroun. Il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un parti politique que vous avez droit au chapitre. C'est ceux qui ont pu avoir des élus. Vous voyez que pour défiler, ce n'est pas n'importe n'importe quel parti qui défile. Ouais. Parce que si les 300 chefs de partis politiques viennent, mais c'est le désordre. Donc on essaye quand même de présenter une représentativité. Et là, un parti qui n'a pas d'élu, qui a 3 personnes, comme le PCRN était avant, mais vous arrivez là et puis vous achetez un député et il vous fait devenir candidat. Vous êtes déjà en capacité d'investir. Quand on réfléchit, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai mon parti politique aujourd'hui qui a 3 personnes de ma famille. C'est un parti qui est enregistré. Oui. Quelqu'un vient me voir, il entre dans mon parti, il devient président de mon parti. Et pour que je sois président, je m'arrange avec un député qui a soi-disant démissionné d'un autre parti. Et puis maintenant, je suis candidat. Les amis, est-ce que ça peut être facile comme ça, entre nous? Donc, c'est la question que moi je pose au vice-président national. Est-ce que vous n'avez pas la mission d'expliquer ces choses-là de manière simple, basique, avec des exemples à nos concitoyens pour qu'ils comprennent? Parce que quand vous demandez à des docteurs de parler entre eux, 2 docteurs vont dire une chose, le contraire. Ensuite, ils changent ce qu'ils ont dit et ils continuent toujours à parler. Et le peuple est là, le peuple est seulement perdu. Non, mais c'est clair. Non, c'est pour ça que j'ai dit... Merci à vous, Dr Mayele, parce que c'était votre dernière prise de parole. Nous souhaitons de votre présence lundi prochain. Et merci à la régie qui nous a octroyé nos 15 minutes qui ont été enlevées comme ça tout de go par la coupure. Président Mayele, vous avez la réponse d'abord à la question du Dr Mayele et le mot de fin. Non, c'est pour ça que, bon, vous savez, c'est toujours délicat parce que après, le MRC a quand même des sympathisants et des militants qui sont très rugueux, donc après, ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça que moi, je voulais répondre à cette question sur le plan politique. Oui, il y a un devoir de pédagogie, mais on peut estimer que ce ne sont même pas nos affaires. Sauf que ça fait partie de l'actualité. Nous sommes en politique et l'actualité se commente. Donc, on est obligé de commenter. Et moi, j'ai essayé de l'expliquer sur le plan politique parce que c'est sur le plan politique qu'on ressort mieux la difficulté de cette situation. On ressort mieux la complexité qu'on a créée inutilement. Ça aurait été tellement plus simple d'avoir des élus, de présenter sa candidature, de vaquer à ses occupations. Ça aurait été tellement plus simple. Mais bon, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On va voir comment ça va se terminer. Je pense que, comme ils ont dit, ils vont présenter leur candidature. Elekam va recevoir, Elekam va apprécier. Je ne sais pas si Elekam va rejeter. Si Elekam rejette, ils vont se pourvoir au Conseil constitutionnel. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que
ce ne sera pas une raison, ou alors ce ne sera pas un prétexte pour faire monter la température, pour rendre les gens nerveux, pour... voilà, je me dis, c'est parce que là, et à force de dire aux gens que non, c'est possible de le faire, c'est la loi qui dit, ben vous mettez des gens dans des conditions telles que, ben si après la Cour constitutionnelle vous dit qu'au final, ben c'est pas ça du tout que la loi dit, ben il y a des gens qui seront frustrés, déçus. Moi, le plus simple aurait été que le MRC soit en capacité de présenter un candidat. Pour moi, c'est le plus simple. Et ils auraient dû tout faire pour être en capacité de présenter un candidat. Président Mayele, nous n'allons pas partir sans poser la question, la préoccupation de Richard Takam qui dit je vous prends à la fin de l'émission. Bonjour pasteur et bon retour des programmes de la Radio Espoir. Le PCRN n'a-t-il pas pour objectif de renverser le RDPC puisque le PCRN s'attaque depuis au MRC au lieu de combattre le RDPC? Deuxième question, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Qu'est-ce que le PCRN et ses élus font pour amener le DG de Ilekam à publier la liste nationale des électeurs qui est le socle, la clé de la transparence électorale? Signé Richard Takam. Bonjour Richard, content de te retrouver. J'espère que tu vas bien et ta famille également. Mais Richard, je ne vois pas où est la difficulté et je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette posture-là du MN. À la base, hein, Richard, on est concurrent politique. Richard, on est en compétition politique. C'est vrai que en face de nous, il y a le RDPC. Mais on est concurrent, on est dans une compétition où tous les partis sont en compétition. Bon, il y en a qui se sont alliés, d'accord. Mais les partis qui ne sont pas alliés sont en compétition. Donc, on est tout autant en compétition avec le RDPC qu'avec le MRC, qu'avec le SDF, qu'avec tout autre parti. Maintenant, il peut y avoir des plateformes de collaboration sur un certain nombre de choses. Je l'expliquais, tu n'étais pas encore là d'après ce que tu dis. Je l'expliquais tout à l'heure. On est en compétition avec le MRC, mais ça n'a pas empêché le prof et l'honorable Cabral Liby de s'asseoir autour d'une table et de réviser le code électoral consensuel sur lequel ils se sont mis d'accord avec d'autres personnes. Donc il ne faut pas donner l'impression aux populations que le PCRN se focalise sur le MRC. On ne se focalise pas sur le MRC. Sauf que quand le MRC crée l'actualité, on en débat. Le PCRN a créé l'actualité avec l'histoire qu'on a. Le MRC en a débattu. Moi j'ai vu plein de militants du RDPC en débattre sur les plateaux télé. Donc il n'y a pas de... Il faut pas. On est en démocratie, on s'exprime. On peut donner notre point de vue. Et moi, je pense que ça aurait été bien que vous vous exprimiez vous-même sur la façon dont logiquement vous appréhendez cette situation. Parce que le tout n'est pas de dire que mais on a l'impression que le PCRN est beaucoup plus l'adversaire du MRC que du RDPC. Mais vous-même, devant les actes que vous posez et les conséquences que ces actes-là impliquent, quel est votre point de vue? Moi, je suis curieux aujourd'hui. Tout fanatisme exclu. Mais moi, je serais curieux aujourd'hui de discuter avec quelqu'un du MRC et de lui demander sincèrement, mais comment est-ce que toi, tu vois cette affaire? Est-ce que c'était nécessaire de nous mettre dans une telle... Parce qu'aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle déboute le MRC, j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai des craintes. Oui, révérend. Moi, je voulais quand même préciser, ou en tout cas ajouter, par rapport à cette dernière intervention. Nous envisageons de faire de la politique autrement. Par exemple, ma mission ici est de questionner le responsable local du PCRN. Nous sommes du même parti. On ne va plus faire la politique comme avant, ou parce que il est de mon parti, il est mon frère, je ne peux pas lui poser des questions claires et précises et il n'a pas à me rendre compte. Si, nous, même dans le PCRN, nous devons questionner nos responsables. Si le Cabral, par exemple, le président Cabral Liby, d'accord, prend une décision de ne pas aller aux élections, par exemple, nous devons
lui poser la question et il doit nous convaincre. Donc, il est tout à fait normal que même dans l'opposition, nous puissions nous questionner. Mais bien sûr que l'adversaire principal, c'est le RDPC, parce que c'est le RDPC qui est aux affaires depuis. C'est un peu bizarre qu'on puisse poser cette question, parce que ça coule de source. Tous les partis politiques, en principe, d'opposition, doivent avoir pour adversaire principal le RDPC qui est aux affaires. C'est logique. Mais maintenant, nous, dans l'opposition, nous devons aussi pouvoir nous interpeller et nous questionner. Et quand on fait des erreurs, on doit assumer nos erreurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une ambiguïté à ce niveau-là pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure. D'accord. Ok, nous allons clôturer. Merci encore, Dr Mayele, d'être passé. Bruce Mayele, prenons rendez-vous pour lundi prochain. Exactement, en vous souhaitant une agréable semaine à toutes et à tous. On va peut-être communiquer dans les différents forats et autres ici. Je crois que les gens n'ont pas encore repris l'habitude du rendez-vous. Donc voilà, je dis bonjour et bonne semaine à tous les auditeurs et à la semaine prochaine si l'Éternel nous bénit. Merci à vous, auditeurs fidèles, d'avoir suivi cette reprise. Cette reprise, je crois qu'elle a été assez lente, mais je pense que chaque chose pour son commencement va à dose homéopathique. Alors, nous vous souhaitons de passer des agréables moments à l'écoute des programmes de la Radio Espoir. La rediffusion de cette émission vous serait proposée lorsqu'il serait 21h30 tapante et sonnante. D'ici là, que Dieu bénisse le Cameroun. Chaque lundi de 8h30 à 10h sur Radio Espoir FM 90.0 MHz, suivez un programme exceptionnel.